Salut tout le monde, c'est Ghost. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos super retours sur ma dernière vidéo. Je m'attendais vraiment pas à un tel succès, alors merci beaucoup et puis bienvenue aux nouveaux arrivants. Mais du coup, je me demandais, est-ce que c'est le côté pratique qui vous a intéressé, le fait que ce soit un cours de japonais, ou c'est juste ma vidéo en soi qui était trop cool? Vraiment, dites-le moi en commentaire que je comprenne quand même un peu plus ce qui vous intéresse vraiment en fait. Sinon, pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu différente de d'habitude, puisque je vais vous présenter 10 animaux qu'on ne trouve que ou essentiellement au Japon. Et je dois vous avouer qu'après mes recherches, autant j'ai découvert des espèces trop adorables, autant il y en a d'autres, on les croirait tout droit venus d'Australie. Mais on va commencer soft avec l'animal le plus mythique de tous, le tanuki. Sous-espèce du chien ressemblant à un raton laveur que l'on connaît en France sous le nom de chien vivrin, le tanuki est originaire du Japon. Après avoir étendu son territoire à plusieurs autres pays de l'Asie de l'Est, le tanuki a été introduit en Europe au XXe siècle par des producteurs de fourrure, malheureusement. Au point qu'on en trouve aujourd'hui dans certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique ou encore la France, même s'ils sont quand même assez rares. Comme certains d'entre vous doivent déjà le savoir, le tanuki est un animal très présent dans le folklore japonais, et ce depuis le Moyen-Âge. Symbole de chance et de prospérité, il est considéré comme un yokai maître du déguisement grâce à sa capacité à changer de forme à volonté, et principalement la peau de ses couilles. Non, je ne plaisante pas, le tanuki peut transformer ses coronets en sac à dos, filet de pêche, manteau, parachute, tambour ou même en bateau. Pratique! Et si vous demandez d'où vient cette capacité, c'est tout simplement parce que le tanuki est un animal qui a des grosses couilles. Mais s'il est très populaire, surtout ces dernières décennies, c'est grâce à la sortie du film d'animation Pom-Poko par le studio Ghibli en 1994. Aussi appelée grue à couronne rouge, la grue du Japon est un échassier faisant partie des plus grands oiseaux du monde, pouvant mesurer jusqu'à 1,60 m. Blanche et noire, elle a la particularité d'avoir un rond rouge sur le haut de la tête. C'est la petite subtilité qui fait le charme. Animal aussi emblématique que le tanuki, la grue japonaise est malheureusement une espèce menacée que l'on connaît surtout de par le monde pour sa représentation en origami. Au Japon, elle est symbole de bonne fortune et de longévité, car d'après la légende, elle vivrait 1000 ans et habiterait le pays des immortels. Ce qui explique ses nombreuses représentations, notamment sur les kimonos et les cloisons japonaises. Légende qui inspira une autre légende très connue, celle des 1000 grues, Samba the Eux, qui raconte que si on fabrique 1000 grues en origami, notre vœu se réalise. Cette légende est d'autant plus connue qu'elle est liée à la symbolique mais très triste histoire de Sadako Sasaki, que je vous ai racontée durant mon séjour à Hiroshima. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder en cliquant sur le petit point d'info ici. Mais en gros, Sadako était une jeune fille atteinte de leucémie suite à l'attaque nucléaire à Hiroshima, qui décida de plier dans ses 1000 grues dans l'espoir de guérir. Pour la fin de l'histoire, je vous laisse plutôt regarder mon vlog avec l'ambiance et l'émotion qui va avec. Et les plus attentifs auront sûrement remarqué qu'on retrouve également la grue japonaise sur les billets 2000 yens, coïncidence je ne crois pas, ainsi que sur le logo de la compagnie aérienne Japan Airlines. En plus d'être l'espèce de singe qui vit le plus au nord, le macaque japonais a la particularité d'avoir une queue très courte et une épaisse fourrure sur le corps pour le protéger du froid. Mais comme certains d'entre vous le savent sûrement déjà, durant les grands froids, les macaques se réchauffent en se baignant dans les onsen. C'est qu'ils sont pas cons ces macaques. Ces baignades collectives sont de véritables attractions pour les Japonais et les touristes qui n'hésitent pas à faire des kilomètres pour regarder ces singes se prélasser dans une eau à 40 degrés pendant que se gèlent les couilles. D'ailleurs, si ça intéresse certains, sachez que vous pouvez aller voir donc ces macaques se baigner au parc Jigokudani, ou alors vous pouvez tout simplement aller faire de la randonnée dans les Alpes japonaises où j'en ai moi-même vu plusieurs, même un peu beaucoup, en liberté comme ça dans la forêt et ils passent devant vous comme si de rien n'était si vous avez de la chance. Ou alors vous pouvez aller les voir au mont Iwatayama à Kyoto. Pour finir avec les gros animaux sympathiques du Japon, il faut bien évidemment parler de l'ours noir du Japon, que l'on peut voir notamment au zoo d'Ueno à Tokyo, même si j'ai pas trop aimé ce zoo de par sa vétusté et surtout sa politique d'isoler les animaux pour plus de vues. Aussi appelé ours à collier ou Tsukino Waguma qui signifie ours à cercle de lune, il s'agit de la plus petite espèce d'ours noir avec une taille variant de 1,10 m à 1,40 m. Soit beaucoup plus petit que la grue japonaise. Et outre sa bande blanche sur la poitrine, il a la particularité d'avoir le poil long sur les épaules et le cou, et le poil court sur le reste du corps. Espèce malheureusement éteinte sur l'île de Kyushu et de Shikoku, l'ours noir du Japon est également en voie de disparition sur le reste du pays, notamment à cause du gros déboisement qu'il y a eu durant la Seconde Guerre mondiale
et qui continue encore un peu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est surtout à cause des braconniers et de plusieurs pays comme la Chine, la Corée et le Vietnam qui les capturent pour vendre leurs organes ou les emprisonner dans des fermes habiles. Avant d'écrire cette vidéo, j'ignorais complètement l'existence de ces fermes et leur découverte m'a tellement choquée, bouleversée et mis en colère surtout que je suis obligée de vous en parler. Alors attention parce que certaines images qui vont suivre vont peut-être choquer certains d'entre vous. Dans ces fermes, les ours sont prisonnés dans des cages minuscules où ils ne peuvent pas bouger et où leurs pattes sont déformées par les barreaux. Leur ventre est transpercé sans anesthésie et bien entendu avec des ustensiles insalubres pour pouvoir y planter régulièrement un tuyau permettant de récupérer leur bile. Car soi-disant ça aurait des vertus curatives, alors que depuis 1955, les laboratoires du monde entier sont capables de produire exactement la même acide contenue dans la bile de ces ours et à moindre coût. À cause de cette torture, les trous s'agrandissent de plus en plus, s'infectant et développant des tumeurs parfois plus grosses que la tête des ours. Comment un produit provenant de ces animaux en si mauvaise santé dans un état aussi lamentable pourrait sauver qui que ce soit? Faut vraiment être putain de con pour croire en ces conneries. Donc si comme moi vous avez qu'une envie, c'est de partir en Asie pour aller buter ces ordures et sauver ces pauvres bêtes, sachez qu'il existe l'association Animals Asia qui est très engagée sur ce projet. Alors si ça vous intéresse, je vous mets dans la barre de description donc le lien vers leur site ainsi que le lien vers une vidéo qui montre toutes les horreurs que subissent ces ours et qu'est-ce qu'ils font en fait pour essayer de les sauver malgré les milliers d'ours qui sont capturés chaque année. Bon, après avoir parlé d'un sujet aussi douloureux, on va maintenant parler de Momonga. Si vous ne savez pas ce que c'est, laissez-moi vous présenter l'animal le plus mignon du monde. L'étau momonga, comme on l'appelle au Japon, est une sous-espèce de l'écureuil volant connu sous le nom de polatouche de Sibérie, qui vit uniquement dans les grandes forêts de la plus belle région du Japon selon moi, Hokkaido. Légèrement plus petit que son cousin de Sibérie du haut de ses 15 cm et de ses 120 grammes, il a cette particularité qui le rend beaucoup trop mignon d'avoir de grands yeux ronds et un pelage très clair. Je n'ai pas eu la chance d'en voir durant mon séjour à Hokkaido, mais qu'est-ce que j'aurais aimé? Alors vous n'auriez vu que ça dans mes vlogs. Bon, on va rester dans le mignon pour parler cette fois de la belette japonaise, une espèce endémique originaire de Honshu, Kyushu et Shikoku qui fut introduite par la suite sur l'île de Hokkaido pour remédier à une invasion de souris. Mais si la belette de Hokkaido est plus populaire que les autres, c'est tout simplement parce qu'à cause du froid de la région, son pelage initialement roux est devenu d'un blanc immaculé. Histoire de terminer avec ce qui est tout blanc et tout mignon, je vous présente le Shima Enaga, ou la mésange à longue queue de Hokkaido. Autant tout à l'heure on avait droit au mammifère le plus mignon du monde, autant maintenant c'est l'oiseau le plus mignon du monde. Il s'agit d'une sous-espèce de mésange à longue queue uniquement présente à Hokkaido et en Sibérie, qui a la particularité d'avoir le ventre et la tête blanche, ainsi qu'un plumage duveteux assez épais sur le ventre. Bon, on a vu des gros animaux et des tout petits trop mignons. Du coup, qu'est-ce qu'il reste pour terminer cette vidéo en beauté? Des insectes bien dégueulasses bien sûr. Et on commence avec le frelon géant japonais, aussi appelé Osuzumebashi, qui est une sous-espèce des plus gros frelons du monde. Ce frelon avait fait le tour d'internet il y a quelques années lorsqu'une japonaise en avait découvert un spécimen de 8 cm dans sa penderie. Oui, une japonaise avait ça dans ses vêtements. Enfin, pas une gomme, hein. Un truc de cette taille quoi. C'est l'un des insectes les plus mortels au monde qui tue plus de 40 personnes par an juste au Japon et juste avec une seule piqûre à cause de son venin qui, tel de l'acide, détruit la chair et attaque directement le système nerveux. Super! Faisant généralement entre 4 et 5 cm de long et 6 cm d'envergure, le frelon japonais est un véritable fléau pour les abeilles puisque seuls 30 frelons suffisent à tuer plus de 30 000 abeilles en moins de 4 heures. Et malheureusement, ces frelons vivent un peu partout tant qu'il y a des armes, donc difficile de les éviter, surtout qu'apparemment ils auraient même migré jusqu'en Europe et en France. C'est le moment de devenir parano. Autant je ne crains pas du tout les serpents, les araignées et même les abeilles et les guêpes, au point que je suis d'ailleurs sûrement la seule à aller les sauver à main nue lorsqu'elles se noient dans la piscine de mes cousins, autant l'insecte qui suit, je ne peux même pas le voir en photo. Hein. Et il s'agit du mukade, ou mille-pattes japonais,
qui fait partie des mille-pattes géants, avec ses 20 cm de long en moyenne. Il se nourrit de cafards, Dieu sait que les cafards japonais sont beaux, et de petits animaux. Oui, ça bouffe pas des insectes, ça bouffe des souris, bordel! Sa morsure n'est pas mortelle, mais très douloureuse, et elle peut provoquer des malaises et voire même de la fièvre. Et comme toute bonne saleté qui se respecte, elle adore se cacher dans les endroits exigus, et donc dans les maisons. Gare à vous si vous dormez par terre! Et pour finir cette vidéo, on va parler de l'Osanshuro, ou la salamandre géante japonaise, qui encore une fois est une espèce endémique au Japon, et qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long et peser plus de 35 kg. Ouais, là on a définitivement quitté le champ des insectes. Elle fait partie des plus grosses salamandres du monde, et d'ailleurs c'est une cousine de la salamandre chinoise. Elle vit principalement dans les rivières du sud du Japon, et elle peut vivre plusieurs décennies puisque, au zoo d'Amsterdam, un spécimen est mort à l'âge de 52 ans. C'est également l'animal à l'origine du kappa, une créature mythologique très connue, que vous avez sûrement déjà vu, surtout si vous avez regardé mon vlog à Kappabachi, la rue des kappas à Tokyo. Pour ceux qui ne connaissent pas le kappa, il s'agit d'un monstre du folklore japonais qui serait très poli mais aussi très malicieux et dont le passe-temps serait de noyer les enfants dans les rivières. Oui, très sympa, n'est-ce pas? D'ailleurs, si ça vous intéresse, il existe une émission de télé qui est consacrée donc à ces salamandres géantes japonaises et au mythe des kappas. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et pourquoi pas partager cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss!